Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Bienvenue aux nouveaux et à ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Margot, j'habite à Paris et je tricote depuis une dizaine d'années maintenant. Et je partage ici ce que je fais en tricot, en teinture de laine et parfois en autres petites choses qui ressemblent, comme aujourd'hui par exemple où on va parler un petit peu de raccommodage. Donc on va commencer tout de suite avec ce que je porte. Je porte le Color Block Tee, qui est un modèle que j'ai designé il y a quelques mois et qui est maintenant disponible sur Ravelry depuis aujourd'hui, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Donc il est sorti le 1er novembre sur Ravelry. C'est un t-shirt qui se tricote, qui est disponible en 9 tailles. Ça va de la taille 1 à la taille 9. La taille 1 correspond à un tour de poitrine de 75 cm et la taille 9 à un tour de poitrine de 166 cm. L'aisance positive recommandée est de 15 cm. Là, on peut le voir quand je le porte. Ça se porte assez large. Et c'est vraiment l'effet qui est super intéressant avec la laine dont je vais vous parler plus tard, c'est que la laine offre un drapé très fluide et du coup c'est chouette de pouvoir le porter large. Il tombe très très bien sur les épaules grâce à cette laine. La laine c'est une laine sport, 50% tencel, 50% mérinos. C'est une base qu'on peut retrouver sur plusieurs sites de teinturières ou chez Laine et Tricot. Elle la vend version non teinte et moi c'est ce que j'ai fait et je me suis amusée à teindre donc les 3 couleurs contrastantes que vous pouvez voir, une pour chaque manche et une pour le col, mais c'est bien sûr pas obligatoire. Les testeuses, parmi les testeuses, il y en a une qui souhaitait teindre sa laine mais finalement elle l'a pas fait et elles ont toutes utilisé soit des restes de laine qu'elles avaient, soit certaines n'ont pas fait les couleurs contrastantes et ont fait un t-shirt uni, ce qui est tout à fait possible aussi. C'est un modèle qui se tricote en aiguille 3,5, donc qui est assez rapide, qui se tricote du haut vers le bas. On commence à plat et on termine en rond. Et sa particularité, ça va être, je dirais, 3 choses. La possibilité de jouer avec les color blocks, donc les 3 zones de couleurs. Certaines de mes testeuses en ont rajouté aussi et ont fait les côtes du bas d'une autre couleur. Ça va être la deuxième chose, le point texturé qui est utilisé pour faire tout le corps et les manches jusqu'à la zone de couleur. En fait, c'est un point très simple qui se retient très facilement mais qui donne un aspect vraiment fini et puis qui rythme votre tricot aussi. Ça fait comme un effet de semi-piqué, c'est comme ça que je le nommerai, mais vous verrez de toute façon à la caméra ce que ça rend. Et la troisième particularité, et ce qui est celle que je préfère, parce que c'est celle sur laquelle j'avais vraiment accentué le design, c'est cette encolure qui, vous pouvez le voir, est très dégagée, elle est très ouverte, et sans non plus être dans le décolleté plongeant, mais c'est vraiment une encolure qui est très grande et moi c'est ce que je trouve me va le mieux, c'est ce que je préfère sur moi et j'avais souvent du mal à le trouver dans les designs que je tricote, c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça. Et ce qu'on m'a dit, que je ne savais pas puisque je ne suis pas concernée, c'est que c'est une forme d'encolure qui est très adaptée aux personnes ayant une forte poitrine qui apparemment rend très bien sur cette morphologie-là. Donc voilà pour le Color Block Tee, je suis ravie qu'il soit sorti, ça me fait très plaisir. Il est, donc je l'ai dit mais je le redis, disponible sur Ravelry. Et vous avez toutes les informations concernant la taille d'aiguille, c'est du 3,5, je crois que je l'ai dit aussi. La laine utilisée, les tailles proposées, vous avez tout sur la fiche Ravelry et n'hésitez pas à le tricoter et surtout à faire des projets Ravelry ou à me mentionner sur Instagram pour que je puisse voir vos versions parce que c'est vraiment un grand plaisir de voir comment vous vous appropriez ce modèle que j'ai écrit. Donc voilà ce que je porte et je vais vous parler de ce que j'ai terminé ces dernières semaines. Donc déjà en très rapide, j'ai terminé 2 petits projets ou de réparation. Le premier c'était mon pull Nordiska qui avait un trou au niveau de la manche, donc bien sûr on ne le voit plus. C'était ici à peu près.
Et en fait, c'était, je pense, un trou de mythe, parce que c'est pas une zone qui est censée se trouver normalement. Et comme c'est un pull que j'ai tricoté moi-même, j'avais encore la laine utilisée pour le patron. Et donc j'ai décidé de réparer ce pull en utilisant la technique du remaillage. Donc c'est une technique où on fait passer un fil d'abord de couture comme un peu structure de votre remaillage, et ensuite avec votre aiguille à laine et votre fil, vous allez recréer les mailles à l'aiguille. Et en fait ces mailles vont combler le trou du pull. Je l'avais déjà fait et ça n'était pas évident comme technique. Là, comme c'est des grosses mailles, c'était plus facile, et je pense que... Enfin, je considère que c'est réussi puisqu'on ne voit presque pas la zone... on ne voit plus le trou, c'est sécurisé de toute façon, et on ne voit presque pas la réparation. On le voit un petit peu parce que c'est pas facile de gérer sa tension en fait en utilisant cette technique. Donc la tension n'est pas tout à fait régulière, et surtout, je ne l'ai pas rebloqué depuis. Donc en fait, je pense que si je le mouillais et que je le faisais sécher, ça visserait, et là, ce serait quasiment invisible. Donc c'était très chouette d'apprendre cette technique. J'ai pas d'autres trous dans mes pulls, mais je sais maintenant que si j'en ai, je me réentraînerai à faire ça, parce que je trouve que c'est vraiment utile. Et deuxième technique de réparation, cette fois-ci, c'est des chaussettes qui ne sont pas tricotées à la main, mais qui sont en laine, et qui ont été bien portées, et qui étaient usées au niveau du talon. Pas trouées, mais usées. Et j'ai fait ça. Donc en fait, j'ai utilisé le cours artisan sur la réparation de vêtements, et elle disait déjà, première chose, il faut intervenir avant le trou, il faut intervenir quand le tissu est abîmé. Donc là, la chaussette, en fait, on voyait par transparence l'arrière du talon, et c'est beaucoup plus facile de renforcer que de réparer un trou. Et donc là, j'ai renforcé donc avec la technique qu'elle expliquait, qui est en fait un point de chaînette en broderie. Donc on fait un point de chaînette sur toute la zone abîmée. Et j'ai fait également une autre technique sur la pointe. Donc la pointe du pied était aussi légèrement abîmée. Et j'ai fait en fait cette fois-ci un remaillage. Donc je suis repassée comme la technique du pull, sauf que cette fois-ci il n'y avait pas de trou, donc c'était beaucoup plus simple. Je suis repassée dans les mailles comme un peu si je rebrodais les mailles avec mon fil contrastant, parce que je trouvais que c'était... Déjà c'est plus facile d'utiliser un fil contrastant parce qu'on voit mieux, et puis c'était un peu plus fun pour avoir des chaussettes réparées et que ça se voit. Pour les projets finis réparation, c'est terminé, et j'ai un projet fini de tricot qui est ceci. Alors il était en cours la dernière fois, je vous avais juste montré les couleurs et je vous avais pas dit ce que c'était parce que j'étais pas bien sûre d'arriver à mon idée et je voulais pas en parler avant que ça existe. C'est arrivé, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc c'est un pochon pour bouillotte, vous savez les bouillottes que j'ai là, comme ça, qu'on remplit en fait d'eau chaude. Alors apparemment faut pas mettre d'eau bouillante. Je vous le dis parce que je ne le savais pas et que j'ai mis de l'eau bouillante. Apparemment c'est un peu dangereux, il faut mettre de l'eau chaude. Donc c'est une bouillotte standard, c'est la taille la plus standard. Je crois que c'est... ça fait comme une feuille A4 de taille, plus ça qui dépasse. Donc quelque chose comme 33 cm de haut et 21 de large. Et j'ai fait donc ce patron que j'ai écrit... à l'endroit c'est mieux, que j'ai écrit, donc c'est le patron de ce pochon pour bouillotte et qui inclut cette grille en intarsia pour faire le petit chien avec son pull à pois. On m'a dit que c'était un patron de Noël, c'était pas voulu, mais si vous voulez le considérer comme un patron de Noël et le tricoter pour la saison de Noël, vous pouvez tout à fait. Parce que du coup, oui, le patron là est en phase de test, mais le test est assez rapide parce que c'est quelque chose qui se fait quand même très rapidement. Et mes 2 testeuses pour le chien ont terminé de le faire. Il me reste une testeuse qui teste l'autre version puisque en commentaire, j'ai une personne qui m'a dit oui c'est super le chien mais maintenant il faut faire le chat. Et je me suis dit qu'elle avait raison et je me suis dit pourquoi pas proposer les 2 grilles dans le patron, ce qui peut vous permettre à vous de choisir si vous êtes plus team chien ou team chat et de défendre votre cause.
Donc le patron se tricote, on commence par un montage provisoire à peu près ici, puis on tricote en fait tout le motif du chien en commençant par ici, avec la technique intarsia. C'est une technique qui permet d'utiliser plusieurs couleurs mais en aplat. En fait, on ne fait pas courir les fils comme en jacquard. On ne fait pas courir les fils derrière son projet comme en jacquard. On croise ces fils à chaque changement de fil et on continue avec une autre couleur. C'est une technique qui est assez bien expliquée sur YouTube pour ceux qui n'ont jamais fait d'intarsia. Moi, j'en avais jamais fait. Et en fait, on trouve tout ce qu'il faut sur internet comme d'habitude hein, pour les côtés techniques. Et dans mon patron, j'ai inclus le lien d'une vidéo que j'ai trouvée particulièrement utile. Donc on tricote tout ce chien-là, sauf les petits détails, à savoir les points jaunes et les détails du visage en noir, parce que ce serait un peu embêtant de les faire en intarsia. C'est beaucoup plus simple en fait de les rebroder ensuite en duplicate stitch. Donc duplicate stitch, c'est dur à dire. Duplicate stitch, c'est de la broderie en fait, vous venez rebroder les mailles. Et ensuite, une fois qu'on a fini le chien, on fait tout le dos. On vient récupérer les mailles du rang de montage et on tricote la petite cheminée. Et on rabat les mailles souplement, comme ça on peut passer notre bouillotte sans trop de difficultés. Moi ce que je fais c'est que je la plie en deux et je la glisse et aucun problème. Donc voilà pour mon pochon, je l'ai tricoté en laine Peer Gynt de Sandnes Garn. La Peer Gynt, moi je l'avais jamais tricotée, c'est une laine DK, je l'ai tricotée oui en 4 mm. Et je suis complètement fan du coloris de fond que je vous montre ici, qui est un blanc crème à speckles multicolores. Et vraiment, je l'adore. Je le disais déjà dans le dernier épisode et ça n'a pas changé. J'en suis toujours complètement fan. Et puis pour les couleurs contrastantes, certaines sont de la Peer Gynt et puis d'autres sont des restes que j'avais et c'est complètement compatible avec l'utilisation de restes parce que vous avez vraiment besoin de très très peu de quantité de couleurs contrastantes. Petite dernière info sur ce pochon, le patron sortira courant novembre, vers le 11 si tout va bien, 11 novembre avec les deux grilles, donc le chien et le chat. Et une grille vierge est inclue dans le patron si jamais vous êtes inspiré et que vous avez envie de créer votre propre modèle d'intarsia. Dernière info, on m'a demandé si ça feutrait pas la laine au contact de la chaleur de la bouillotte. Et en fait, moi je l'ai utilisé, donc je peux vous faire un retour d'expérience, ça ne feutre pas du tout. Et ça s'explique parce que le feutrage en fait de la laine, il apparaît quand deux conditions sont remplies, à savoir la chaleur et les frottements. Donc si vous chauffez votre laine mais que vous ne frottez pas la laine, elle ne va pas feutrer. Et c'est pour ça notamment qu'en teinture de laine, on chauffe la laine jusqu'à 80 degrés minimum. Donc, et ça feutre pas. Parce que justement, quand la laine est chaude dans la casserole, il faut faire très attention à la manipuler tout doucement pour éviter que les fibres se mettent à frotter les unes contre les autres. Donc vous n'aurez pas de problème avec votre bouillotte en laine si quand vous l'utilisez, vous la frottez pas. Mais bon, je sais pas, moi je la frotte pas quand je l'utilise. Si c'est votre cas, si vous avez tendance à la frotter ou alors on m'a dit si c'est pour un enfant, à ce moment-là je vous conseille d'utiliser de l'acrylique, comme ça vous êtes sûr que ça bougera pas. Voilà, donc c'est tout pour les projets terminés et je vais passer au projet en cours et on reste sur le même thème puisque c'est la grille pour le chat. Alors voilà mon projet en cours. Hop, on refait. Alors voilà mon projet en cours. Le chat. Donc le minou, c'est un chat roux, mais j'avais pas de roux roux, donc c'est un roux marron. Mais bon, je trouve que ça marche quand même. C'est le même principe, c'est juste que là, la bouillotte n'est pas terminée. J'ai quand même joint j'ai rejoint le haut, donc j'ai récupéré le rang de montage et là je vais faire mes côtes et ensuite, oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, il y a deux coutures sur le côté de la bouillotte qui sont complètement invisibles. Hop, je vous le montre pour le chien, mais voilà, on voit pas du tout les coutures et je trouve que c'est la meilleure finition qu'on puisse faire parce que ça aurait quand même été plus pratique de la tricoter en rond, mais si on veut inclure un motif d'intarsia
au milieu de son patron, on ne peut pas le tricoter en rond. Parce que vous, en fait, quand vous faites votre rang, là, je sais pas, par exemple 3 mailles de marron, votre fil, vous le laissez ensuite d'un côté, puis si vous terminez votre rond, vous arrivez de l'autre côté. Et du coup, vous pouvez pas, enfin, l'idée c'est de pas avoir de longs fils derrière votre travail. Donc en fait, il faut travailler en aller-retour pour pouvoir récupérer le fil là où vous l'avez laissé au rang d'avant. Je sais pas si c'est très clair. Si ça ne l'est pas, faites-moi confiance. L'intarsia, ça se fait à plat. La petite différence avec le chat, c'est que son pull est rose déjà. C'est bien sûr pas la même grille. Et les motifs du visage sont brodés, les moustaches sont brodées. Elles sont pas en duplicate stitch, elles sont en point lancé. Mais je pense que c'est tout à fait facile à comprendre. Vous sortez l'aiguille à un endroit et vous la repiquez un peu plus loin, ce qui fait un trait et qui crée votre moustache. Donc si le patron vous plaît et que vous avez envie de le tricoter, il sera disponible si tout va bien le 11 novembre sur Ravelry et j'en reparlerai bien sûr ici et sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon nom c'est Slowwoolly avec 2 O et 2 L, S-L-O-W, 2 O, 2 L-Y. Et je partage, j'essaye de partager régulièrement et surtout c'est le plus direct. S'il y a une annonce à faire, je la fais en story et si vous me suivez, vous êtes au courant. Ensuite, pour le reste des projets en cours, j'ai toujours mes Juliette Slipover. Alors j'en ai terminé une et là je suis au début de la deuxième. Je l'ai un peu mise en pause parce que je voulais avancer sur mon patron de... Ah oui, j'ai fait une erreur d'ailleurs. Sur mon patron de bouillotte. Je vous en avais déjà parlé à l'épisode précédent, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Si vous voulez avoir toutes les infos, vous pouvez regarder l'épisode de podcast précédent. Ah si, quand même. La dernière fois, j'avais dit qu'il y avait probablement une erreur dans le nombre de mailles à monter. Bien sûr que non, c'est évidemment moi qui n'avais pas compris quelque chose, que j'ai compris en faisant ma deuxième... en commençant mon deuxième chausson. C'était au niveau de la grille, il y a quelque chose qui n'est pas hyper intuitif pour moi et du coup il y avait une maille que j'avais pas vue. Donc il n'y a pas d'erreur dans le patron est tout à fait correct. Et pour vous montrer ce que ça donne en fait terminé, c'est un chausson. Et la finition au niveau de la cheville, c'est une... comment ça s'appelle? Une tresse Latvian bread. Alors en français, je ne sais pas. Mais ça fait comme un effet de tresse. Et c'est assez facile à faire, bien que je pense que j'ai trop serré. Parce que j'ai pas tout à fait le même rendu. Quoique. J'ai pas rentré les fils. Et il y a un rabattage que je connaissais pas, qui est hyper élastique. Qui apparemment est connu pour les chaussettes. Mais il fait un effet, il est voyant quand même, il fait un effet de point mousse. Alors pour ce modèle c'était voulu, pour vos chaussettes je sais pas si c'est quelque chose, enfin il faut vouloir cet effet là, où il y a comme un rang de points en verre ou de points mousse qui dépasse. Ce modèle, j'ai publié une photo sur Instagram où je parle de ça, me plaît, il est assez chouette, ça fait des très beaux chaussons, c'est très classe. Le seul souci c'est que moi j'ai du parquet et qu'en fait j'avais pas réfléchi hein, mais il n'y a pas de semelle donc j'ai pas trop envie de les accrocher sur mon parquet et en plus de ça je trouve que ça tient pas hyper chaud puisque c'est assez court en fait, ça monte pas sur la cheville et ça protège vraiment juste le pied, donc c'est peut-être plus pour la mi-saison. C'est vraiment très joli mais je pense que je vais l'offrir parce que j'aurais trop peur de l'abîmer sur mon parquet et je me connais, je vais pas les porter. Donc ça me fait un cadeau de Noël déjà terminé, qui était même pas voulu comme cadeau de Noël, donc trop bien. J'ai déjà de l'avance. Troisième et dernier projet en cours, c'est un châle. Donc pour l'instant, il est sur mon Scooby-Doo, qui est très grand, parce que j'utilise la même taille d'aiguille que pour ma bouillotte. Donc là, je l'ai mis en attente sur mon Scooby-Doo. Si vous connaissez pas les... Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai acheté ça chez les Sœurs Green. Et en fait, c'est un embout. J'essaye de faire la mise au point. C'est un embout que vous insérez sur votre aiguille d'encours et puis vous faites glisser toutes vos mailles de l'aiguille au Scooby-Doo.
Et après, vous retirez le Scooby-Doo et puis vous avez vos mailles que vous pouvez mettre en attente, mais en vraiment 5 secondes, quoi. Et ensuite, les récupérer, les mettre en attente, c'est hyper simple. Donc ça, c'est un début de châle, un châle triangulaire qui s'appelle le Spring Thing. C'est un châle d'Espace Tricot qui est gratuit, que j'ai vu dans un podcast tricot et qui m'a bien donné envie. Il va être asymétrique, triangulaire, et la bordure est faite en contrastant. Je sais pas encore, je pense que je vais faire la bordure jaune fluo pour rappeler, je sais pas si vous voyez. En fait, c'est une laine que j'ai teint qui est une base violette avec des nuances de rose et bleu du coup et des speckles jaune fluo. C'est une base que j'avais montrée dans mon premier épisode de podcast. En écheveau, ça donne ça. C'est un essai de teinture que j'avais fait et dont j'étais pas hyper satisfaite parce que je trouvais la couleur trop claire. Et c'était pour me faire mon gilet posy. Et j'avais pas... Enfin, c'était trop clair. Je voulais un violet plus présent. Mais en fait, en châle, je trouve que c'est super... Enfin, c'est même pas la question du châle. En fait, je trouve qu'effectivement, c'est trop clair par rapport à ce que j'avais en tête. Mais ça fait une couleur qui, malgré les variations de couleurs, etc., est très facile à porter, très douce. Et surtout, c'est complètement les couleurs d'une de mes sœurs. Donc je pense que ce sera son cadeau de Noël, si je le termine à temps. Mais c'est un projet qui ne demande pas trop de cerveau, qui est assez facile, en tout cas pour l'instant, mais je pense... Enfin, c'est tout simple. De toute façon, le patron est gratuit, donc je peux en parler. C'est tout simple, vous faites une augmentation, vous commencez par monter 3 mailles, puis vous faites une augmentation tous les 4 ans, et puis arrive à un certain nombre de mailles, vous faites une diminution. Alors là, comme c'est asymétrique, c'est peut-être tous les 2 rangs, ou je sais pas, j'y suis pas encore. Et puis après, vous relevez des mailles pour la bordure, et voilà, c'est vraiment un patron assez basique, mais j'avais besoin d'un modèle... d'un tricot qui soit vraiment zéro cerveau. C'est pas la première fois que j'entends ça et je sais que je suis pas la seule, d'avoir vraiment besoin de plusieurs projets qui correspondent à plusieurs envies de tricot. J'ai toujours enfin j'ai pas toujours, mais là en ce moment c'est le cas. J'ai ce projet-là qui me demande pas de cerveau disponible et qui me permet de m'occuper les mains quand je suis un peu fatiguée mais que j'ai quand même envie de tricoter. J'ai les Juliette Slippers, slippers et pas slipovers, slippers qui sont pour le coup du jacquard, chaque rang est différent, donc là il faut que je sois hyper concentrée, mais c'est quand même un projet assez rapide. Et puis j'ai le design de la bouillotte, où même si c'est pas compliqué, quand c'est vous qui designez, faut être hyper concentré et c'est pas un tricot détente du soir. Parce que si on fait une erreur, on peut pas, enfin il faut défaire, c'est notre design, on va pas se permettre de faire quelque chose qui soit pas parfait, ou de montrer, de faire un sample, comme on appelle ça, un modèle test, enfin que notre modèle test ne soit pas parfaitement comme les consignes qu'on a écrites, quoi. Donc voilà, c'est tout pour les projets en cours. Je vais parler un petit peu de teinture, de laine, très rapidement, parce que j'ai teint, mais je vais pas tout vous montrer, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas trop d'intérêt à mon sens, et un petit peu de mes envies de tricot, de 2 patrons de tricot que j'ai repérés et que je voulais partager avec vous. Donc pour ce qui est de la teinture de laine, j'ai teint 2 écheveaux. Le premier, c'est celui-ci. C'est une laine 100% laine qui s'appelle, je crois que c'est la base rustique. Oui, c'est la base rustique de chez Fonty, j'ai l'étiquette ici. 100% laine, donc elle était écrue. 100 grammes, 375 mètres, donc c'est une fingering 2 fils, mais elle est énorme, enfin elle est hyper gonflante, donc je pense qu'elle peut se tricoter, là ils disent aiguille 2,5, 3, je pense qu'elle peut se tricoter largement en 3,5. Bon, je ne l'ai pas encore tricoté. Je suis très contente de cet essai, même si ça bien sûr n'a pas rendu ce que j'avais en tête. De toute façon, si vous suivez un petit peu mes aventures de teinture, c'est vraiment la première leçon que je retiens en teinture, c'est que ça ne rendra pas ce que j'avais en tête et qu'il faut que j'accepte d'apprécier ou non le rendu, mais que je me détache en fait de l'idée de base. J'ai une idée de base, j'essaie de la faire, ça donne quelque chose. C'est beau ou c'est pas beau, mais ce sera jamais mon idée de base, en tout cas pour l'instant à mon niveau de teinture.
Donc là, j'en suis contente parce que j'ai testé une nouvelle technique. Je ne sais pas si vous êtes familière de la teinture, mais c'est quelque chose qu'on voit des fois sur Instagram. En fait, on utilise un grand bac en aluminium dans lequel les chevaux peuvent être étendus en entier. Parce que quand on teint dans une casserole, les chevaux ou les écheveaux plongent dans l'eau, mais ils ne sont pas à plat. Là, dans le bac, ils sont à plat. Et après, il y a plusieurs techniques de teinture avec plus ou moins d'eau, etc. Mais on obtient du coup des écheveaux qui sont beaucoup plus nuancés, puisqu'on peut se permettre de disposer les colorants sur certaines zones de l'écheveau et pas partout dans le bain de la marmite. Parce que si on les met dans la marmite, en fait, les colorants, si on mélange, ils vont aller partout dans la marmite. Et on ne peut pas trop choisir sur quelle zone de l'écheveau ils vont aller se poser. Alors que quand on utilise une plaque rectangulaire grand où l'écheveau peut être aplati dessus, là, on choisit. Donc moi, j'ai choisi de faire des mélanges entre du rose, du marron et du gris noir. Je voulais en fait un marron nuancé. Et c'est ce que j'ai eu. Après, ma laine étant assez rustique, les couleurs sont souvent plus ternes que sur la laine superwash parce qu'en fait la laine, le fil est pas lustré pareil, il brille pas pareil. Et puis celle-ci étant, elle est non seulement non superwash mais en plus hyper rustique. Donc c'est plus terne que ce que j'avais en tête. Mais ouais, c'était très intéressant de tester cette technique-là et j'ai d'autres envies, mais j'ai été confrontée à un problème que je n'ai pas su résoudre, puisque pour une raison mystérieuse, une fois que j'ai eu fini ma teinture, le bain de teinture est resté rose. Effectivement, il y avait du rose dans mon mélange, mais les autres couleurs se sont fixées à la laine et le rose, je ne sais pas pourquoi, ne s'est pas fixé entièrement. Il s'est quand même fixé. Là, on voit très bien ici qu'il y a du rose mélangé avec le marron, parce que le rose, ce rose-là que j'ai utilisé est quasiment fluo, donc là il est vraiment bien mélangé avec le marron, mais mon bain de teinture était rose fluo. Et impossible de faire absorber le rose par cette laine-là. Donc je me suis dit c'est pas grave, il me reste de la laine non teinte dans mon stock, je vais faire un écheveau de 50 grammes. Je vais le mettre dans mon bain de teinture et le rose qui reste de ce bain va se fixer à l'écheveau. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire un test, je vais encore faire un écheveau nuancé. Donc j'ai rajouté, avec le rose, j'avais eu l'idée que ça pouvait être joli de rajouter du jaune pour faire des nuances jaune, orangé, rose. Et de l'autre côté, rajouter du bleu pour faire des nuances bleu, violet, rose. En même temps, ça me permettait un peu de voir comment mes colorants se mélangeaient. Et en fait, ça a donné ça, qui n'était pas le même coloris que ce que je voyais dans l'eau, parce que dans l'eau, je voyais beaucoup le rose, et il se trouve que quand j'ai enlevé mon écheveau, encore une fois, les couleurs, le bleu et le jaune avaient été absorbés par la laine, mais pas le rose. Et vraiment, je ne sais pas expliquer pourquoi ce rose-là, ce jour-là, ne voulait pas se fixer aux fibres, parce que je l'ai déjà utilisé et il se fixait. Et ça m'embêtait parce que j'aime pas devoir jeter de l'eau colorée dans les eaux usées. Bon, il en restait vraiment pas beaucoup et c'est peut-être pour ça que le colorant se fixait pas, c'est qu'il n'y en avait peut-être pas assez dans l'eau. N'empêche qu'il y en avait un petit peu. Et d'habitude, mon eau, une fois que j'ai fini ma teinture, elle est claire. Bon. En tout cas, je continue à explorer et à réfléchir au pourquoi du comment. Et pour ce qui est de cet écheveau, donc on voit bien les nuances quand même orangées, les nuances violettes, et puis il y a aussi des nuances de vert qui sont apparues peut-être plus ici, puisqu'en fait le bleu et le jaune, même si je ne les ai pas mis en contact, ils se sont un peu retrouvés mélangés au fond du bac. Et je pense que, comme j'ai réutilisé le même bain de teinture que pour mon marron, même si je ne le voyais pas, il devait rester du marron. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la couleur est quand même un peu... avec un sous-ton un peu marron, elle n'est pas vive. Alors que mes pigments étaient tous assez vifs. Je les connais parce que je les ai déjà utilisés purs, sans mélange.
Et ils sont plutôt flash, même un peu trop flash, ce qui n'est pas forcément à mon goût. Donc voilà pour cet écheveau-là. Je sais pas ce que je vais faire de cet écheveau-là. Je l'aime bien, mais il est quand même très nuancé. À voir. J'y réfléchirai. De toute façon, je le garde dans mon stock. Et pour cet écheveau-là, j'ai eu envie, quand je l'ai vu fini, de faire un grand châle, un peu à la Fiber's Tale, qui a un podcast tricot qui est super aussi, qui fait beaucoup de choses en laine rustique et qui a des designs de châles, mais c'est des couvertures ces châles quoi. Et vu qu'elle est hyper gonflante, je pense que je serais très bien là-dedans. Pas pour tout de suite, mais je garde ça en tête. Et pour finir sur mes envies, donc les 2 patrons que j'ai repérés et dont j'ai envie, dont j'ai envie de vous parler tout simplement, c'est le gilet Elton, qui est sûrement très connu, de Rory Locatelli. Moi je le connaissais pas, mais je l'ai vu à l'occasion d'un café tricot, enfin d'une rencontre tricot, il y avait une personne qui le portait et vraiment c'était super beau, elle le portait très bien. Et quand je suis allée voir les photos de Rory Locatelli, en fait elle le porte pas du tout pareil, Rory Locatelli. Elle le porte plus large, plus long. Et la personne qui était avec moi à la rencontre tricot, elle l'a fait un peu plus crop, ce qui est plus mon style. Et vu sur elle, ça c'était vraiment très beau. Donc j'ai ça en tête et je voulais le partager, même s'il est probablement très connu. Comme moi je le connaissais pas, je me dis peut-être que vous non plus. Et le deuxième patron que j'ai repéré, que j'aime beaucoup, c'est le Jubilé de Emma Duché. Elle l'a sorti il y a 1 mois et il est vraiment... c'est un pull boxy je dirais, enfin un peu oversized. Donc la forme assez classique et la construction a l'air assez classique aussi, mais c'est le point qu'elle a utilisé qui le rend très moderne et très très beau. En fait elle utilise un jeu de mailles glissées, c'est ce qu'elle dit, et de 2 fils différents. Donc il y a un fil de mérino et un fil de mohair. Et avec les mailles glissées et les 2 fils différents, ça fait comme des rayures texturées qui sont vraiment super intéressantes. Et surtout, il y a une des testeuses qui l'a fait avec... Emma Duché recommande d'utiliser 2 fils contrastants, donc le mohair pas de la même couleur que le mérino pour vraiment avoir cet effet de texture. Et il y a une des testeuses qui l'a fait en rouge et rose, et c'est 2 couleurs qu'on voit beaucoup depuis un certain temps et qui vont très bien ensemble. Et son pull est magnifique. En plus, elle a pris des super photos, franchement, ça donne trop envie. Donc voilà, j'ai repéré ça et je voulais aussi vous en parler. Donc c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines puisque je sors un épisode toutes les 2 semaines. Je vous rappelle que le Color Block Tee est disponible sur Ravelry si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi aller voir toutes les versions des testeuses. Certaines sont sur Ravelry, d'autres le sont pas. Il me semble qu'elles ne le sont pas toutes. Mais ça vaut déjà le coup pour aller voir, pour se faire un peu une idée. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez, si ça vous a plu, mettre un like, un pouce en l'air en dessous de la vidéo. Ça m'aide à ce que la vidéo soit vue et ça me tient à cœur particulièrement pour celle-ci puisque je parle de ce modèle que j'ai sorti. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et vous abonner à ma chaîne, ce qui m'aide également. À dans 2 semaines!